c'est toujours plus compliqué entre voir un corps que vous ne connaissez pas et voir celui de quelqu'un que vous connaissez. C'est pas du tout la même sensation. Quand on nous annonçait qu'on avait encore une morgue à visiter, encore des corps arrivés quelque part qu'il fallait prendre en photo, il y avait un stress très important d'anticipation de la mission en fait. J'avais toujours avec moi des photos, quelques photos de cadavres, mais dans les pires états possibles. Et donc avant de partir, je regardais ces photos et je me disais, bon, quoi que tu vois aujourd'hui, ça sera pas pire que ça. Bienvenue sur VA+, pour ce nouveau grand entretien. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir une invitée exceptionnelle. Son nom ne vous dira probablement rien, et pourtant, Enora Cham, le pseudonyme qu'elle s'est choisi pour nous livrer le récit de sa mission en Syrie, mérite qu'on s'attarde sur son parcours atypique. Ancienne élève de Sciences Po, attirée depuis toujours par le Proche-Orient, elle s'attache à tout faire pour y travailler, elle songe au Quai d'Orsay, avant que beaucoup ne la dissuadent à emprunter la voie diplomatique pour y parvenir, la France étant alors réticente à envoyer des femmes dans les pays arabophones. Elle s'engagera dans l'armée de l'air avant de parvenir à ses fins et être envoyée à plusieurs reprises au Proche-Orient. Dans Quand s'avance l'ombre, elle nous restitue la mission qui lui a été donnée de vivre en Syrie après que Kofi Annan, en avril 2012, soit parvenu à négocier un accord de cessez-le-feu entre l'armée syrienne libre et les forces de Bachar. Une mission de 300 observateurs des Nations Unies est déployée pour veiller au respect de l'accord de cessez-le-feu qui avait été arraché. Enora Cham sera le seul officier français au sein de cette mission qu'Hervé Latsous, ambassadeur, qualifiera comme étant la plus violente de l'histoire des opérations de maintien de la paix dans laquelle se soient trouvés des observateurs désarmés. Enora Cham, bonjour. Merci d'avoir bien accepté cette invitation. Nous sommes très heureux de vous recevoir. Peut-être comme première question, j'aimerais vous demander pourquoi ce livre, pourquoi avoir tenu à restituer ce journal que vous avez tenu pendant cette mission en Syrie. C'est venu un peu un concours de circonstances, une rencontre avec mon éditeur, Louis de Mareuil, qui m'a proposé de reprendre ce journal 10 ans plus tard, pour les 10 ans en fait, malheureusement, du conflit syrien, et de l'étoffer, d'expliquer un peu mon parcours, et de le faire un peu en hommage aux Syriens. Je n'avais pas du tout l'intention de publier mon propre journal, je ne m'étais jamais dirigée vers cela, mais j'ai trouvé que c'était une idée. Ça m'a parlé, le fait de faire un livre en hommage aux Syriens au bout des 10 ans. Ce journal que vous avez tenu, il était pour vous vital, pas seulement d'un point de vue professionnel, pour restituer au plus près la réalité qu'il vous était donné de voir, mais également presque d'un point de vue psychologique. C'est un peu ce qui transparaît dans ce que l'on peut lire parfois dans vos écrits. Il était rassurant. J'étais très isolée dans cette mission, même si nous étions 300, j'étais quand même la seule française. La Il seule est- femme? Oui, mais ça m'a jamais posé de difficulté. Je veux dire, c'est pas un drame hein, de travailler avec des hommes. C'est même tout à fait sympathique très souvent. Mais c'était rassurant parce que je m'étais choisi un fil de vie, un camarade en France, ancien supérieur hiérarchique, qui était mon fil de vie que je pouvais contacter en cas de difficulté, même si j'avais rarement les moyens de le faire technique. Et donc, ça me permettait de mettre mes idées à plat, ça me permettait de l'informer de ce que je vivais, mais surtout notre accord, pour ce qui me rassurait, c'était que en lisant ce que j'écrivais, il pouvait comprendre si j'allais bien ou pas. Et il aurait été capable de me dire, attention, ça va pas, je sens que c'est en train de dévisser. Donc, c'était pour moi rassurant. Je l'écrivais pas tout le temps. Je prenais beaucoup de notes que je codais, que je perdais mes carnets. Et puis, lorsque j'avais une période un peu plus paisible, généralement à Damas, quand je retournais à Damas, à ce moment-là, je rédigeais des morceaux entiers du journal. Sur le moment, j'ai pas forcément vu l'intérêt historique que ça pourrait avoir. Je voyais un aspect un peu renseignement, d'information, mais c'était surtout pour qu'on puisse me suivre. Vous parlez de ce fil de vie, André, qui vous a accompagné de manière ponctuelle dans cette mission pour pouvoir vous écouter et savoir si tout allait bien pour vous. Est-ce que c'est une constante dans ce genre d'opération, de mission, que d'avoir ce que vous appelez un fil de vie? Ah, c'est la seule fois de ma vie que je pense que j'ai eu ça. Et je l'ai recherché moi-même.
Lorsque j'ai su que j'allais partir, j'ai pensé que ce serait une mission, sinon difficile, du moins isolée. Et c'est moi qui ai fait la démarche de me trouver un fil de vie, en sachant exactement que c'est en lui que j'avais confiance. Et c'est des relations complexes, assez riches. D'habitude, je ne fais pas ça. C'est comme les 4 numéros de téléphone de généraux que j'emmène avec moi sans trop savoir pourquoi, des numéros de chefs, de grands chefs, de vrais chefs, et que j'emmène sans trop savoir pourquoi. Avant de partir, bon, je connaissais la Syrie, le Moyen-Orient, je connaissais la situation puisque je suivais le dossier à New York. J'ai ressenti le besoin d'avoir un fil, quelque chose qui me raccroche, oui. Pour que les gens qui nous suivent comprennent bien, nous sommes en Syrie en 2011 d'abord. C'est le début, alors dans d'autres pays, c'était les révolutions arabes. Et puis, cette espèce de mouvement gagne la Syrie et finit par déraper. Alors, il y a un premier massacre à, je ne sais plus, la ville. Alors, au moment, alors effectivement, tout commence un peu, l'étincelle en tout cas symbolique. Il y a eu Ouais, d'autres ouais. choses beaucoup plus cachées, mais ce sont les enfants. Des enfants d'un Exactement. village à Dera qui écrivent, Dera. qui taguent sur le mur de leur école, Bachar tue le suivant. Enfin, ils se laissent embarquer un peu par les printemps arabes, ce qu'ils ont vu sur Al Jazeera. Ils sont jeunes, hein, le plus vieux a 16 ans, hein, c'est tout. Et donc ils écrivent ça, ils sont arrêtés par les autorités, la police, ils sont torturés, l'un meurt sous la torture, les os brisés, les autres ont les ongles arrachés, et les pères de famille demandent leurs enfants, des tribus de Dera. Euh, il se dit que Bachar a envoyé un émissaire pour négocier. Toujours est-il que lorsqu'on rend les enfants l'état dans lequel sont les enfants, déclenche la colère, non seulement des habitants, mais de toute la région. Et puis, il aurait été dit, les services de police auraient dit au père, cessez de nous embêter, vous en ferez d'autres, des enfants, c'est pas grave. Et puis si vous n'y arrivez pas, envoyez-nous vos femmes, on y arrivera. Et ça a été l'étincelle symbolique qui a déclenché ce début de printemps. Des manifestations ont lieu, des manifestations pacifiques qui ont été très rapidement, durement réprimées par le gouvernement. Et les choses ne sont évidemment pas arrêtées là et ont empiré. Donc tout cela empire jusqu'à l'été 2011. À ce moment-là se constitue une sorte de rébellion qui commence à se rechercher des chefs, à se chercher des armes. Et puis nous arrivons un an plus tard, au printemps 2012, où on a un moment de cessez-le-feu obtenu par Kofi Annan, en espérant que ça va arrêter la Syrie de glisser sur cette pente-là. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que vous connaissez bien la Syrie. C'est pas la première fois que vous allez dans ce pays. Vous avez est-ce que c'est de la fascination, un attachement en tout cas, c'est un pays que vous aimez profondément et que vous avez parcouru d'abord, alors en temps de paix, oui, même si c'est un pays qui était déjà enfin, c'était un pays qui était déjà sous la coupe de Bachar ou de son père lorsque vous l'avez connu pour la première fois. Ce qui m'intéresse, c'est que vous avez pu voir l'évolution de Bachar el-Assad. Vous le décrivez très bien d'ailleurs, même dans la manière dont il se représente sur les murs du pays. Pour quiconque est allé dans ces pays-là, dans les pays arabes, souvent les chefs d'État sont représentés. Mais il y a une évolution dans la manière dont le jeune Bachar el-Assad, qui finalement a hérité d'un pouvoir dont il ne voulait pas, après la mort de son père, alors que son frère aurait dû succéder à son père. Voilà comment il se construit progressivement le personnage qu'il deviendra plus tard. Oui, oui, ça m'a vraiment marqué au fil des années. La première fois que j'arrive en Syrie, c'était en 2004. Et vous avez raison de dire que c'est un pays en paix. C'est un pays en paix, c'est un pays qui est sous surveillance policière. Mais dès lors que vous ne franchissez pas les lignes rouges, vous n'êtes pas en liberté, mais vous êtes en sécurité. Et à l'époque, donc Bachar est déjà, moi j'ai pas connu l'époque de son père, Bachar est déjà au pouvoir. Et effectivement, il y est arrivé sans le vouloir initialement, puisque c'est la mort de son frère qui était pressenti pour prendre le pouvoir, qui était très playboy. Et puis surtout, son frère était militaire. Il avait un passé militaire, alors que Bachar voulait être médecin. Pas du tout le même profil. Et quand je vois Bachar en 2004, les pouvoirs en général se mettent en scène. Souvenez-vous de Kadhafi et de ses Bien sûr. cartes de l'Afrique. Chaque fois qu'il changeait d'avis, il y avait des nouvelles représentations de Kadhafi. Bon, bah, tous les pouvoirs se mettent en scène, notamment dans les dictatures, des messages qui passent. Et ce qui me troublait beaucoup,
le pouvoir syrien est très opaque. Je ne prétendrai pas que j'avais compris quelque chose et je ne prétendrai pas que j'ai compris ce qui se passait dans la tête de Bachar. Mais ce qui m'avait vraiment beaucoup surprise au départ, c'était ces immenses posters, ces vignettes, ces papiers. Vous aviez une foultitude de représentations de Bachar et surtout, vous aviez toujours son père, le visage de son père à côté de lui, comme si il avait besoin de se rassurer. Alors peut-être que dans son esprit, il se disait, je montre ma filiation avec l'un des plus grands dirigeants du Moyen-Orient. En fait, l'impression que ça donnait, c'était qu'il n'arrivait pas à tenir debout tout seul. On le savait en grande difficulté au moment de l'affaire Hariri. On se demandait s'il allait rester en place ou si la vieille garde allait prendre la main. Je dis la vieille garde pour faciliter la compréhension. Au moment de l'affaire Hariri, il se trouve vraiment en difficulté. Là, on voit arriver un autre fantôme sur les posters, c'est son frère mort. Et on a vraiment moi j'ai l'impression qu'il a besoin de ces deux cautions. Ce qui rassure pas on se dit, mais est-ce que ce président se sent sûr de lui, enfin, et puis les choses évoluent, les printemps dans les autres pays se déroulent. Et quand je reviens en Syrie, les autres printemps, c'était vers 2010, on va dire. Peut-être même un an plus tôt, je suis dans le Golan, je suis dans un état-major de l'armée syrienne, et il y a un gigantesque poster de Bachar. Et je n'arrive pas à comprendre ce qui me perturbe vraiment dans la vue de ce poster. Et je comprends quelques jours plus tard que Bachar est dans la posture, dans la tenue de son frère. Donc les deux fantômes ont disparu. Et il a même c'est vraiment une photo très iconique de son frère, jusqu'aux lunettes de soleil et au grade militaire. Je me dis, mais quelque chose s'est passé dans ce pays. Bachar n'était pas légitime militairement parlant. Quelque chose s'est passé. Un an plus tard, ce sont les printemps arabes. Et là, je reviens en Syrie. Je suis très surprise de voir à quel point il semble serein sur les posters. Il est en costume, cravate, très élégant. Bon. Et en 2011, quand j'arrive, je parle de la scène à l'aéroport où Bachar plante un petit arbuste. Il y a son épouse toujours très élégante à côté de lui. Il est dans un complet gris clair. Ça ne sent plus du tout le stress ni la volonté de se montrer en homme de guerre. Et puis, au fur et à mesure de la guerre plus tard, il se remontrera en homme militaire. Et j'ai vraiment eu l'impression de le voir un peu grandir au pouvoir. Parce que je suppose qu'une question se pose. À quel moment un médecin ophtalmologue connu pour son empathie, son écoute, sa patience, devient-il ensuite l'homme qui détruit une partie de sa population? Élevé pour partie à Londres, Oui, très éduqué. très éduqué. De toute façon, même, et je fais d'ailleurs un parallèle avec les enfants de Saddam Hussein, en disant que ça n'a absolument rien à voir l'éducation qu'il a reçue. Pas du tout quelqu'un de psychopathe qui violait comme ça, ou qui maltraitait les gens, ou qui les kidnappait. Pas du tout. Il a une éducation avec des professeurs qui lui mettaient les notes qu'il méritait. Donc, effectivement, son rêve, c'était d'être ophtalmologue. Et c'était bien parti initialement. Il y a une chose qui est très troublante quand on vous lit, et notamment parce qu'on a été tellement habitué à lire des comptes rendus de cette guerre en Syrie de manière assez unanime et accablante pour le pouvoir, c'est l'espèce d'équilibre et de mesure. Comme s'il y avait une très grande prudence à juger les actes des uns et des autres. Vous tenez toujours, finalement, c'est le propre finalement de cette mission d'observateur que de pouvoir maintenir, alors un lien, il ne s'agit pas d'un lien de proximité ou d'amitié, mais en tout cas d'être le plus équilibré pour essayer de défaire le vrai du faux dans ce qui semble aux yeux de tous comme une évidence, des massacres perpétrés par le pouvoir. Ça, c'est peut-être la première chose qui vous étonne. On a l'impression entre l'espèce de discours médiatique implacable et unanimiste et la manière dont vous restituez les choses. Oui, parce que le métier d'un observateur des Nations Unies, le maître mot, c'est l'impartialité. La neutralité, mais l'impartialité. C'est pour ça que vous avez beaucoup de pays, généralement, représentés Ouais. dans ces missions, pour qu'il n'y ait pas un agenda national qui l'emporte sur un autre. Ça équilibre. Notre métier, c'était de parler à tout le monde, à toutes les parties, et notamment de connaître ces fameux rebelles que personne ne connaissait. Et quand j'ai rédigé ce livre, même 10 ans plus tard, j'ai voulu garder, premièrement, ce que j'avais ressenti à l'époque, pour laisser les gens se faire leur propre opinion. Et deuxièmement, puisque ça conclut un peu ma mission, hein, c'est l'aboutissement de ma mission 10 ans plus tard d'observateur, après avoir quitté ce pays en abandonnant les gens, j'ai voulu garder cela, y compris jusqu'à la fin, l'impartialité. Et de pouvoir laisser les gens eux-mêmes découvrir que les forces de Bachar el-Assad n'ont pas toujours commis les actes
qu'on les accusait d'avoir commis, que de l'autre côté, les rebelles n'ont pas été ces blanches colombes que l'Occident imaginait qu'ils étaient. De toute façon, une guerre, ça fait muter les gens, hein, les victimes deviennent bourreaux un jour ou l'autre. Qu'il y avait des commandants, des lieutenants-colonels remarquables dans les deux camps, et des bouchers dans les deux camps. Mais j'ai voulu laisser les gens se faire leur propre idée et rester aussi impartial que dans les comptes rendus des Nations Unies que nous avons envoyés. Effectivement, vous avez raison de dire, on se sentait très manipulé, en tout cas très sujet à la manipulation, à la propagande, à nous orienter pour que l'on voit telle scène et pas une autre. Et donc, nous relations les faits. C'est un travail d'officier de renseignement ou d'observateur, c'est la même chose. Nous recueillons des faits, nous les relations, nous expliquions ce que possiblement nous pouvions en tirer comme conclusion, et ça allait rarement au-delà de ça. Parce qu'on n'était jamais sûr de quel camp réellement. Par exemple, quand on trouvait un soldat mort, bien malin qui pouvait dire s'il n'avait pas été tué par ses propres camps, par son propre camp, par sa propre hiérarchie. Peut-être que le jeune était en train de démissionner pour pouvoir rejoindre la rébellion. Tout était mis en scène et tout était présenté d'une certaine façon. Et plus ça avait l'air d'être évident de désigner un camp qui avait perpétré le massacre, plus on était précautionneux. Et le massacre dont vous parliez, c'est celui de Hula. Et là, on vient d'arriver. Alors, il y a sans doute eu d'autres massacres avant, mais celui-là est particulièrement va choquer les Syriens. Je me souviens très bien dans l'hôtel où nous étions, y compris la police, y compris le personnel de l'hôtel qui travaille tous un peu pour la police, était devant les télévisions et espérait intensément, vraiment, que c'était pas les forces de l'armée syrienne qui avaient commis ce massacre dans ce village. Je crois qu'il y a eu 93 morts, dont beaucoup d'enfants, des femmes enceintes, des personnes âgées. Donc pas des gens qu'on pouvait soupçonner d'avoir lâché leurs armes 10 minutes avant. Et là, ça a beaucoup marqué la population syrienne. Et pour certains Syriens, ça a été une fêlure en se disant nous espérons que Bachar est simplement mal conseillé. C'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un d'occidentalisé, d'éduqué, mais il est sans doute mal conseillé par les plus violents du régime. Et au moment de Hula, une fêlure se fait. Est-il vraiment mal conseillé? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? C'était intéressant de voir ce moment-là. J'ai eu la chance de ne pas y aller, mais des camarades y sont allés et sont revenus changer. Vous parlez de ces changements auprès de vos camarades. Bien évidemment, il faut réaliser la violence qui est sous vos yeux. Vous êtes là pour comprendre comment telle ou telle personne ont pu mourir. Vous visitez des prisonniers qui ont été torturés. Il y a vraiment cette violence qui est parfois insoutenable. Vous la subissez au quotidien ou presque. Comment vous arrivez à vous en prémunir? Vous expliquez que quelques années auparavant, il vous a été donné de réaliser que finalement vous aviez subi un choc post-traumatique et vous vous êtes soigné grâce à des Israéliens, c'est ça? J'ai été soignée. Ça, on ne peut pas se soigner tout seul. Hein. Quand le cerveau est trop malade, est trop en souffrance, il vous faut des professionnels pour vous soigner. Mais j'ai eu cette chance d'avoir un syndrome post-traumatique et d'en être soignée avec une méthode qui était à l'époque expérimentale dans l'armée israélienne. J'étais en poste à ce moment-là en Israël et j'ai eu cette chance, et je dis bien une chance. Donc non seulement j'en ai été très bien soignée, donc on peut en être soigné, je tiens vraiment à le dire, ce livre c'est en partie pour le dire, on peut en être soigné, on n'est pas condamné quand on a un syndrome post-traumatique. Non seulement je me suis sentie bien mieux que je ne m'étais jamais sentie avant, les effets ont duré presque des années, mais surtout le livre raconte qu'une fois en Syrie, et ça je m'y attendais pas, j'avais en moi les ressources et les outils psychiques pour me protéger de bien des situations. Alors je les invente sur place, c'est vraiment très empirique. Je garde des lunettes de soleil très foncées, je mets mes gants dans des poches compliquées pour avoir le temps de les sortir, pouvoir respirer, arrêter de trembler avant de prendre des photos par exemple. J'ai tout un tas comme ça d'astuces et ça vaut, dans mon cas, hein, ça vaut avec les morts. Ce qui devient très compliqué, et c'est au fur et à mesure de la mission que ça va arriver, c'est pas immédiat. Au fur et à mesure où on glisse dans la guerre, ou avec des collègues des droits de l'homme, on dépasse un peu le mandat, qui est gelé, qui est complètement paralysé, Marcus, et on découvre effectivement, on parvient à prouver, à avoir la preuve que les hôpitaux font partie du système pénitentiaire et carcéral syrien, que les blessés sont soignés avant d'être emmenés à la torture, qu'ils disparaissent ensuite. Des médecins se sacrifient pour nous le certifier.
Et à ce moment-là, c'est une autre difficulté qui apparaît, c'est de laisser d'abandonner à leur sort des vivants. Et là, là, je dois vous dire que c'est pas du tout le même processus. On n'a pas de trucs et astuces pour se protéger de ça. Ça, il faut le vivre. Il faut le vivre avec. Ce qui est une nouvelle fois troublant, c'est que si vous avez mis en place ces astuces, dites-vous, ces processus qui vous permettent finalement de vous protéger, notamment s'agissant de ces morts que vous voyez, qui sont sous vos yeux dans des morgues. On reviendra après hein, sur les témoignages des médecins et des autres, mais euh, on voit que les autres observateurs qui vous accompagnent dans cette mission sont souvent totalement démunis, peut-être mal préparés, et en tout cas, vous avez un rôle tout particulier auprès d'eux pour essayer de leur apprendre à... Je ne sais pas si on vit avec ces images obsédantes, mais en tout cas à mieux survivre au milieu de ce chaos. Oui, alors je n'avais pas ce rôle-là, c'est vraiment, C'est encore une fois empirique. oui, c'est dans empirique et en plus, c'est très compliqué. Vous ne pouvez pas forcer les gens mais les gens s'étaient rendus compte, les observateurs d'abord, il faut dire qu'une partie des observateurs a été d'emblée psychiquement très endommagée par le massacre de Houla et notamment ceux qui ont soulevé et pris en photo des enfants. Tous ceux qui avaient des enfants du même âge ont fait un transfert immédiat et sont restés d'emblée très abîmés. On ne peut pas être préparé réellement à ça, hein. Cette mission a été montrée très rapidement, personne n'a été entraîné, on ne s'attendait pas de toute façon à ce que ça prenne une tournure pareille. Et sur le terrain, donc mes fameux trucs et astuces qui fonctionnaient pour moi, à un moment, les gens se rendent compte que j'ai des protocoles pour moi-même. Et notamment sur une scène qui est particulièrement pénible, mes mains me tremblent tellement que je suis obligée de m'y reprendre à d'innombrables fois pour prendre les photos. Et on me dit en rentrant, ah, enfin, on t'a vu trembler parce qu'on pensait que tu étais inhumaine, psychopathe un peu inhumaine, pas d'empathie. Et je leur dis, mais comment ça, je le vis aussi mal que vous, simplement, je me prépare moi à l'avance. Je me prépare, j'ai mis des choses en place pour me préparer psychologiquement. Est-ce que vous voulez que je vous les explique? Et à partir de ce moment-là, ceux qui sont intéressés, ceux qui ne sont pas dans le déni de leur souffrance et ceux qui décident que ça les intéresse, eh bien, nous allons échanger et même nous entraîner ensemble. Il y a quelque chose qui est aussi troublant toujours dans ce que vous relatez, c'est justement le rapport que vous entretenez tout aussi bien avec des chefs de Katiba qu'avec des forces fidèles à Bachar el-Assad ou avec des commerçants. Vous arrivez à maintenir un fil continu. Parfois, vous évoquiez tout à l'heure l'exemple des risques que vous preniez qui étaient parfois bien supérieurs à ceux que vous pouviez imaginer au début, qui dépassaient le mandat qui vous était accordé. Est-ce que vous avez eu le sentiment de vous mettre en danger? En tout cas, vous décrivez un certain nombre de situations qui sont assez ahurissantes. En fait, on fait un peu la même erreur avec Marcus. Je pense qu'on est tellement pris. Alors, la mission est gelée, le mandat est gelé parce qu'on est tellement en danger, on est tellement attaqué que les Nations Unies décident qu'on ne patrouillera plus, on ne sortira plus pendant quelques temps, le temps qu'on réfléchisse à la situation. Et c'est à ce moment-là qu'on dépasse un peu notre mandat, que du coup, on essaie de fouiller les hôpitaux, on essaie d'obtenir des preuves. Et on se rend compte, je pense on souffrait en fait de laisser les gens dans cet état, de ne pas pouvoir faire plus, et on s'est mis à prendre des risques. Et je dis à un moment que ça suffit, on prend trop de risques. Et Marcus d'ailleurs, dans un de ses rapports, le met lui-même. Aujourd'hui, je vais beaucoup trop loin, j'ai pris trop de risques. Et il le dit d'ailleurs dans son propre rapport pour les droits de l'homme. Moi, je ne le dis à personne, mais j'en ai conscience aussi, et on prend les choses un petit peu différemment. Mais il est certain que quand vous vivez dans une population, et comme vous dites, je parlais à tout le monde. Moi, je parlais à tout le monde. Quand vous vivez au milieu de gens qui souffrent et que vous êtes impuissant, vous avez tendance à aller trop loin, un peu trop loin. On sent à un moment votre déchirement. Vous n'êtes plus à Damas. Vous avez circulé dans toute la Syrie, hein, quasiment. Vous êtes en poste dans la ville d'Er El, voilà, Oui. me semble-t-il.
Et alors que vous continuez à dire aux populations que vous serez là encore demain, après-demain, finalement, on vous somme de quitter la ville. Et ce sentiment d'abandonner les civils à quelque chose qui relève de l'horreur et que votre présence parfois préservée permettait de les préserver d'un déchaînement de violence. Vous vivez ça comme un abandon et vous évoquez la figure, ça m'a touché, d'Élie de Saint-Marc. Euh, Élie de Saint-Marc, encore aujourd'hui, dans l'imaginaire des officiers, même des soldats français, c'est quelqu'un qui continue à vous habiter, c'est-à-dire le départ d'Indochine, le départ d'Algérie. À chaque fois, on a l'impression que ça revient et que pour un soldat, ce sentiment d'abandon, il est très, très, très douloureux à vivre. Ah, je pense que oui. Euh, Moi, j'ai connu le premier abandon. J'étais lieutenant, c'était ma première mission, et c'était dans les Balkans. Je ne me souviens plus à quel moment je me saisis des ouvrages de Noé de Saint-Marc, mais je suis très très marquée parce qu'il dit, j'ai encore des phrases dans la tête. Je vous les dirai pas parce que ça me cause de l'émotion, mais j'ai encore certaines phrases qu'il a écrites par cœur, enregistrées. Je pense qu'un grand nombre d'officiers, notamment de l'armée de terre, on lit ses écrits et les ont aussi en tête. L'abandon des populations, c'est terrible. Là, en l'occurrence, c'est à Idlib. Et c'est l'un des moments où ça a été très compliqué. C'est le seul moment, je crois, où j'ai appelé au secours. Vous appelez l'un de ces officiers supérieurs. J'appelle un chef. Ouais. Donc c'est pas un officier. Il est officier supérieur, mais c'est pas ce qui compte. C'est un vrai chef. Il n'est pas au-dessus de moi dans la hiérarchie. Ça m'indiffère complètement. C'est un vrai chef. Et j'ai 4 numéros. C'est l'été, ils sont tous en réunion. J'arrive finalement à en joindre un, qui est le général Maril, et qui est tout content sur le moment. Et en fait, je n'arrive pas à parler parce que je redoute la mauvaise phrase. Je sais que mon cerveau est sur le point de rompre. J'ai l'impression que mon cerveau est une pierre qui va casser, vraiment ça va casser. Et je me sens engourdie d'une torpeur, d'une fatigue. Je sais que si je m'endors, je me réveillerai blessée psychiquement. Et, euh, et donc je l'appelle. Il y a un très long moment de silence quand il comprend que je vais pas bien. Et puis j'ai délibérément pas voulu appeler mon fil de vie, qui était un ami. Je ne voulais pas d'une parole amicale. Et j'ai délibérément, bon, j'appelle jamais ma famille en mission, mais je n'aurais pas voulu d'un ami ni d'un proche. Leur émotion et leur peur m'auraient encombré. Euh, une mauvaise phrase, une plaisanterie, même pour être sympathique et me détendre, m'aurait semblé insupportable. Une phrase inutile m'aurait semblé insupportable. Par exemple, c'est pas grave. Si, c'est grave. Ils iront bien. Comment tu peux le savoir? Non, ils n'iront pas bien. Ça passera. Non, ça passera pas. Je voulais vraiment une vraie parole et je n'avais aucune idée de ce que j'attendais. Et c'est là qu'on voit un grand chef, quelqu'un qui connaît les hommes et quelqu'un qui connaît la dureté du terrain. Il a pris son temps, beaucoup de temps, et tout à coup il a dit je comprends. Et c'est ça qui a tout libéré. Ça a l'air facile comme ça, c'est pas si simple de trouver la bonne phrase. Il a vraiment pris son temps et il me l'a dit ensuite par la suite que c'était un des moments de sa carrière où il avait senti que la parole allait être décisive. Euh, Vous êtes la seule Française engagée dans cette mission. Et quand je dis ça, il faut se souvenir que peut-être les prises de position de la France dans le cadre de ce qui n'était pas encore une guerre civile, mais faisait que ça rendait peut-être délicat la présence d'un Français et en l'occurrence encore davantage d'une Française, au point que pendant votre mission, vous êtes souvent obligé d'étouffer le fait que vous êtes française, préférant dire parfois que vous êtes une Suissesse. C'était vraiment délicat d'apparaître comme tel. Il y a un changement de regard des populations, notamment syriennes, sur les Français. Ah, pas que les Français, oui, mais le camp pro-Bachar et pro-gouvernement était très anti-français en raison des positions de la France contre Bachar. Il y avait aussi une deuxième raison, c'est que la France faisait partie du Conseil de sécurité. Donc elle était honnie comme les 5 pays du Conseil de sécurité qui ne parvenaient pas à trouver une solution, qui allaient de réunion en réunion
et qui n'envoyait pas de force sur le terrain. Donc je représentais plusieurs choses à moi, pas le fait d'être une femme, ça n'a jamais été un problème. Mais je représentais beaucoup de choses avec mon patch français que je finis d'ailleurs par détruire pour qu'on le trouve pas. C'est la seule fois de ma carrière où j'ai détruit mon drapeau, c'était là, Vous dites pour que qu'on le ne le fait trouve d'être pas. une femme n'était pas dérangeant. Malgré tout, vous relatez, épisode encore une fois hallucinant, le moment où, lors d'un convoi, vous êtes arrêté et menacé de mort et d'égorgement. Et le fait d'être une femme rend encore plus incontrôlable peut-être vos agresseurs qui sont membres d'une Katiba. Alors, les gens qui nous prennent dans l'embuscade, c'est pas une Katiba. Pour moi, ce n'est pas des Oui, Syriens. vous avez C'est raison. Al-Qaïda. C'est C'est pas du Al-Qaïda. tout la même chose. Et donc, si vous voulez, les coupeurs de tête ont des raisonnements qui ne sont pas ceux, heureusement, de la population syrienne. Donc, oui, là, en l'occurrence, il y en a un qui a jeté son dévolu sur moi. Et puis, ils parlent tous comme des disques rayés. On va vous égorger, on va vous égorger. Et puis là, ce qui m'a marqué, c'était il avait un sourire chaleureux. C'était presque amical, son sourire. Tellement ça lui faisait plaisir de me dire que c'était lui qui allait m'égorger. Et donc là, évidemment, je suis une femme, je suis française, je suis une occidentale, je suis pas arabe, je suis pas musulmane, donc ça commence à beaucoup faire. Il y avait d'ailleurs un Kirghiz avec moi dans cette patrouille et je me disais, je laisse les arabophones se parler entre eux, les arabes en fait se parler entre eux, les deux camarades arabes leur négocier. Et en fait, ils risquent, je pense que possiblement ils vont relâcher les arabes et ils vont garder le Kirghiz et moi. Bon, bah, je pense qu'un Français aurait eu les mêmes. Mais oui, là, effectivement, le fait d'être une femme a été une difficulté. Mais moi, je parle de gens normaux du Moyen-Orient. Le fait d'être une femme ne pose pas de difficulté. D'ailleurs, à Damas, vous vivez non pas à l'hôtel avec les autres, mais vous vivez au milieu des habitants, alors dans une zone assez sécurisée, mais malgré tout, vous êtes au milieu des habitants. Euh, Pourquoi ce choix? Alors, sécuriser, c'est ce que je crois au Oui, départ. Et puis, je et vous puis laisse c'est le un peu un raconter. échec. Euh, C'était une zone qui était proche des ministères. Et en fait, ça me permet. Alors, d'abord, j'ai toujours aimé vivre avec les gens. Je supportais pas l'hôtel aseptisé dans lequel on était, avec la musique d'ascenseur là, qui passe en permanence, du marbre partout, des mouhabaras, des policiers en permanence. Moi, j'ai toujours vécu à Damas, j'avais pas peur de la Syrie, donc je me suis loué un petit studio, mon petit jardin, j'étais bien, j'étais heureuse. Mais j'étais dans une zone où, pour la première fois, parce que j'étais française, non pas une femme, mais parce que j'étais française, il y avait une véritable hostilité que moi je n'avais jamais rencontrée en Syrie. La raison, c'était que c'était une zone très proche des ministères du gouvernement. Et puis moi, j'en profitais tous les soirs et les matins pour regarder un peu l'ambiance autour de ces ministères. Est-ce qu'ils étaient stressés, pas stressés. Bon, et quand les rebelles ont attaqué Damas et ont pénétré dans Damas, là, pour le coup, je me suis retrouvée dans la mauvaise zone où là, beaucoup de choses pouvaient arriver. Au point que l'un des commerçants vient vous prévenir. Oui. L'un Euh, des commerçants me prévient. C'est vraiment, il y a vraiment une hostilité. Pas méchant, mais une hostilité. Je la sens. Et, elle est très évidente. Et j'ai jamais connu ça en Syrie avant. Et je le vis un peu mal parce que je suis là pour eux. Enfin, et, euh, et un commerçant prend prétexte de me donner une glace, de m'offrir une glace, pour me dire faire très attention. Et quelques temps plus tard, je quitterai en fait le studio en sentant qu'une balle se perd à Damas pour vous, relativement. c'est une menace ou un avertissement Il est amical? bienveillant quand il le dit. C'est Il me met bienveillant. vraiment en garde. Ouais. Il me met en garde le danger est autour de moi et qu'il faut que je fasse très attention. Et c'était pas seulement parce que je venais de sortir d'une conversation avec des gens du quartier qui voulaient savoir pourquoi j'étais là, qui voulaient mieux, qui m'avaient observé, hein, qui voulaient entendre ce que je venais de voir à Alep, parce que les observateurs, mon opinion de française, on me demandait beaucoup. Et je m'en vais. Et là, ce commerçant me court après, me donne la glace et me dit fais très attention. Et là, je comprends il y a du danger. Alors sur le moment, c'est pas que j'en tiens pas compte, j'en tiens compte, mais ça ne change rien. De toute façon, moi, je m'attache à être très polie et courtoise avec les gens, à rendre service, à être une bonne voisine, en fait. Mais il est sûr que il y aura plusieurs moments comme ça dans le récit où, à un moment donné, je sens qu'il faut partir et je sens qu'il y a un danger. Et pendant le volcan de Damas, donc quand les rebelles ont profondément pénétré dans Damas, les combats étaient extrêmement durs. J'ai quitté mon appartement parce que quelque chose me disait que autour de moi, l'ambiance changeait.
Ce qui est très étonnant aussi, c'est que vous évoquiez le volcan de Damas, donc lorsque les rebelles pénètrent au cœur de la capitale et mènent un combat acharné avec les forces de Bachar. Mais pendant très longtemps, dans votre journal, vous refusez à considérer ce journal comme un journal de guerre. Vous avez du mal finalement à accepter que l'idée que ce pays que vous aimez éminemment soit en proie à une guerre civile. Oui, parce que déjà, bon, ça signifie l'échec complètement complet de notre Votre mandat. mission, ouais. Mais bien avant cette mission, j'en ai eu d'autres. J'en ai eu dans les Balkans, j'en ai eu en Afrique, j'ai eu au Liban, et j'ai vu ce que c'était que des pays en guerre. Je sais ce que c'est qu'un pays en guerre. Si aujourd'hui vous allumez votre télévision, vous regardez Mariupol, c'est ça un pays en guerre. Les images de l'Ukraine correspondent tout à fait à celles que je décris. Et pour moi, me dire que c'était la guerre qui avait plus rien à faire, que maintenant c'était la guerre arrivée, plus encore guerre civile, ça me faisait encore plus mal de me dire ça. Tous contre tous, ce sont les pires des guerres. Et oui, j'ai marqué journal de marche, journal, et je voulais pas dire journal de guerre. D'ailleurs, je ne l'ai jamais dit en fait. Je n'ai jamais écrit sur ce journal de guerre. Parce que je sais à quoi ressemble une guerre et je savais ce qui arriverait. Donc je ne voulais pas l'accepter, tout en sachant qu'on s'y dirigeait quand même rapidement. Mm. Euh, Parce que vous évoquiez ce volcan de Damas, vous avez également connu le volcan d'Alep, qui aura duré beaucoup plus longtemps que le volcan de Damas. Mais en fait, on a du mal, en parlant comme ça, à s'imaginer ce qu'était cette guerre, et cette guerre qui perdure quand même, malgré tout toujours. Cette espèce de déchaînement, pas seulement de violence, mais c'est des bombardements, des mines, les EI qui peuvent exploser à tout moment. Vous décrivez très bien cela, mais on a du mal, comme ça, en discutant, à faire comprendre l'espèce de tension extrême qui a existé pendant toutes ces longues semaines, où vous allez d'un point à un autre, et en essayant de continuer jusqu'au bout cette mission. Oui, et vous avez du mal parce que c'est un moment charnière. Et moi aussi j'ai du mal à ce moment-là, c'est un moment charnière. Les choses sont assez chirurgicales au départ. C'est-à-dire que les forces du gouvernement ne rasent pas la moitié de la ville. C'est quartier par quartier, groupe de maisons par groupe de maisons. Initialement, je ne parle pas dans les campagnes. Voilà, c'était. Et donc il y a des endroits de Damas où les gens vivaient complètement normalement, pendant que des combats se déroulaient dans d'autres quartiers de Damas où là les choses étaient terribles. Et donc il y avait toujours, on se disait, mais il y a encore tellement de choses intactes. Enfin, ça faisait un peu comme une pelade qui se répand. Vous voyez, sur les photos satellites, on voyait bien au début très, très spécifiquement les endroits Homs dans toutes ces villes qui étaient rasés pour le coup, en tout cas très durement touchés par l'artillerie. Et puis petit à petit, ces tâches se rejoignaient. Et donc on se disait, mais il faut que ça s'arrête, parce qu'il y a encore, tout le reste est intact. Et en même temps qu'il y avait la guerre, il y avait cette jeunesse dorée qui Oui. continuait à faire la fête, célébrer des mariages dans des palaces. Enfin, c'était tout ça, quoi. Oui, la population, une partie de la population vivait normalement dans les quartiers. Alors, c'était très marquant à Damas. La révolution en Syrie a eu un visage différent dans chaque ville. Et ensuite, un prolongement très différent dans chaque ville. Et à Damas, ce qui était vraiment curieux, c'était que vous aviez des quartiers où la vie était normale, avec un peu de circulation. D'ailleurs, la télévision syrienne montrait cela, et ce n'était pas mensonge, c'était de la propagande, c'est-à-dire que seul un aspect des choses était montré, mais ce n'était pas un mensonge. Et dans d'autres quartiers, c'était extrêmement brutal. Alors on se disait, on pouvait encore garder, y compris les Syriens, on pouvait encore garder à l'esprit le fait que ce n'était pas encore une guerre. C'était très dur, c'était des combats, mais ce n'était pas encore une guerre. C'était pas encore, on se disait, ce n'est pas irréversible. On sent que jusqu'au bout, ou presque, vous avez voulu essayer d'arracher à cette guerre qui advenait des souvenirs de cette Syrie que vous avez aimée. C'est pour ça que vous traînez encore dans les souks, au point même d'y risquer d'être plus que agressé, enfin rapté, je sais pas comment on dit, mais dès que vous pouvez vous arrêter, prendre le thé, goûter
à l'ambiance de ce pays qui a pu vous enivrer, on sent que vous avez cette volonté de ramener dans vos souvenirs un peu de cette Syrie d'hier. C'est sûr, y compris dans les objets, par exemple. Mais lorsque vous parlez du souk, je peux vous parler notamment du souk d'Alep. Euh, il est déjà profondément changé, et ce qui me fait m'arrêter partout, c'est la souffrance des commerçants, qui me supplient juste de m'arrêter pour parler, juste de leur parler. Le souk est dans le noir, la plupart des magasins sont fermés, il y a quelques commerçants qui sont encore là, et la souffrance, on me supplie juste de parler. On voit bien, de toute façon, on voit sur moi que je suis une occidentale et une française d'ailleurs. Et on me disait, arrête-toi, parle-nous. Et j'avais jamais, j'étais c'était très poignant. Et donc je m'arrêtais et je discutais avec les gens. Et par ailleurs, j'obtenais énormément d'informations. Donc je retournais régulièrement dans le souk et dans la zone tout autour. Je ne le dis pas dans le livre parce que je veux préserver les gens, même 10 ans plus tard, s'ils sont toujours quelque part ou s'ils ont de la famille. J'avais des contacts. C'est comme ça que, d'ailleurs, je sais où trouver les informations pour les droits de l'homme qui veulent aller dans certains endroits. Donc c'était les deux choses. Mais effectivement, c'était tout en faisant mon métier, tout en recueillant toutes ces informations, c'était extrêmement poignant. Et encore une fois, je me disais, il faut absolument que ça s'arrête là. Il faut que ça revienne. Enfin, faut que tout s'arrête maintenant. Vous avez évoqué tout à l'heure la guerre en Ukraine, Mariupol, les combats que l'on peut voir et qui nous sont restitués dans les médias. Est-ce qu'il n'y a pas des permanences dans la manière dont les médias retranscrivent et parlent de ces guerres de manière peut-être trop caricaturale? Quand vous voyez la manière dont pas seulement les Français, mais les médias en général parlent de cette guerre en Ukraine, est-ce qu'il y a des choses qui vous heurtent? Est-ce que vous avez l'impression qu'on va trop vite en conclure certaines choses? Qu'est-ce qui vous interpelle et que vous avez pu retrouver déjà dans le conflit syrien tel que vous l'avez vécu? Euh, je constate que, alors, le fait de parler de mon livre me fait rencontrer un certain nombre de vos collègues, Ouais. journalistes, qui en reviennent, et je constate qu'eux-mêmes sont troublés. Et que j'ai l'impression qu'ils sont dans la même situation que nous, observateurs, nous l'avons été il y a 10 ans en Syrie. Un otage, un enjeu stratégique majeur. Vous êtes l'enjeu de la propagande, de la manipulation. Dans les débuts de guerre, c'est toujours comme ça. Chacun veut prouver que l'autre est pire, chacun veut prouver à la communauté internationale que l'autre est tout noir et que soi-même on est tout blanc, ce qui n'est jamais le cas. Euh, c'est un élément extrêmement stratégique dans une guerre que la propagande, l'information et de jouer sur les perceptions des populations et des opinions publiques. Et je trouve vos collègues assez alertés par ça. Je sens qu'ils sont en vigilance là-dessus. On nous emmène, on nous montre des choses, c'est quand même étonnant, on nous montre ils sont un peu mal à l'aise. Comme nous, on l'étions. Et on faisait bien le compte des morts et des blessures, mais on était, comme je vous l'avais dit, très précautionneux dans les conclusions qu'on tirait. Et je retrouve cette première phase des guerres qui est une phase informationnelle. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des combats qui se déroulent, mais la phase informationnelle est sans doute plus stratégique encore. Donc ça, je le retrouve, et je l'ai vu dans d'autres guerres, hein, on le voit régulièrement. Et vous êtes un enjeu de propagande, parce que vous êtes l'œil de la communauté internationale, on sait ce que vous voyez, on va orienter dans les deux camps, hein, c'est une généralité que je suis en train d'exprimer. Et bon, ça c'est la première chose. La deuxième, ça c'est un problème différent, c'est le pathos. C'est-à-dire de baigner dans un pathos, dans un tsunami de pathos. Et donc on vous montre chaque blessé, chaque personne, chaque pauvre malheureuse personne qui a perdu un proche à longueur de temps. Et ça a un effet psychologique sur les opinions publiques. Ça fait partie de la propagande. Faire baigner l'opinion publique dans le pathos, c'est pour ça que je prends beaucoup de distance avec ces événements. Ça empêche la parole, ça empêche l'analyse. Toute parole qui voudrait prendre un peu de recul devient dissidente. Vous êtes rapidement accusé finalement d'être pro l'un ou pro l'autre côté. Une violence naît de cela. Donc je suis très précautionneuse et distante. Et je pense que c'est le fait des guerres. Est-ce En qu'il est général. possible de juger de ces guerres à distance depuis, comme c'est de plus en plus souvent le cas, depuis de plateaux télévisés? C'est la réponse. J'aimerais vous l'entendre dire.
La chance qu'on avait en tant qu'observateur, et je pense que les journalistes, en tout cas les Français, essaient d'avoir, c'est l'impartialité, la fameuse impartialité. Se dire, moi je vais aller parler à tout le monde, je vais essayer de tout voir. Bien sûr que non, on ne peut pas juger. Et quand bien même, vous n'êtes pas dans le pays, et quand bien même, imaginez une guerre en France, chacun serait dans son camp. Qui aurait vraiment raison, qui aurait vraiment tort? Chacun a son parcours. J'ai vu des soldats déserter pour rejoindre la rébellion en Syrie. Et dans les deux camps, puisque je parlais aux deux camps, j'ai vu des commandants, j'ai vu des lieutenants-colonels, j'ai vu des jeunes remarquables de charisme. Je raconte d'ailleurs dans la veille de l'Euphrate, et je me dis pourvu qu'ils ne se battent pas entre eux. Ils sont à 2 villages d'écart. C'est des types remarquables et dans l'armée syrienne et dans l'armée rebelle, dans l'ASL. Euh, qui a raison, qui a tort? C'est à tel point que lorsque vous êtes appelé pour euh, voir des morts vous cherchez avec l'angoisse que ces chefs un peu charismatiques que vous avez pu croiser ne soient pas parmi ceux dont vous allez voir la dépouille. On sent qu'il y a un certain nombre de ces chefs qui vous ont vraiment marqué par leur charisme. Et oui, parce que c'est toujours plus compliqué entre voir un corps que vous ne connaissez pas et voir celui de quelqu'un que vous connaissez. C'est pas du tout la même sensation. Quand on nous annonçait qu'on avait encore une morgue à visiter, encore des corps arrivés quelque part qu'il fallait prendre en photo, il y avait un stress très important d'anticipation de la mission en fait. On était sans doute moins mal à l'aise sur place à photographier qu'on l'était toutes les heures précédant la mission. Et donc j'avais toujours avec moi, ce qui était au début mal perçu par mes camarades, des photos, quelques photos de cadavres, mais dans les pires états possibles. Et donc avant de partir, je regardais ces photos que je connaissais en plus, donc je n'avais pas l'angoisse de les regarder. Et je me disais, bon, quoi que tu vois aujourd'hui, ça ne sera pas pire que ça. Et je ne connaissais pas ces gens-là. Donc et j'arrivais assez préparée. Alors au début, mes camarades disaient, elle est dingue, elle regarde des cadavres en plus d'aller en voir sur place. Mais moi, ça me permettait d'être beaucoup plus sereine en arrivant. Et le stress, c'était pourvu que je ne reconnaisse pas. Pourvu que je ne reconnaisse pas. Le transfert n'est pas le même, l'émotion n'est pas la même. Je n'ai pas besoin de plus d'émotion, hein. Donc oui, c'était un stress de voir des gens, des jeunes comme ça qui allaient qui possiblement allaient perdre leur vie. Et peut-être que je serais là en train de soulever la couverture. Vous avez évoqué tout à l'heure le cas de ce médecin, mais de ces médecins finalement qui ont fait preuve d'un immense courage, parfois peut-être même que c'était plus que du courage, de la folle témérité, de l'héroïsme à prendre le risque de vous parler, alors même que parfois, sachant les dangers qu'ils encouraient, vous auriez préféré qu'ils ne manifestent pas autant de courage. Oui, il y a un épisode, c'est l'hôpital Al-Kindi d'Alep. Ouais. C'est un hôpital très important dans le système. C'est l'un des meilleurs hôpitaux d'ailleurs du Moyen-Orient, qui est complètement détruit aujourd'hui, mais à l'époque ça l'était. Les Et 300 meilleurs spécialistes. oui, oui, un plateau technique Ouais. très reconnu. De toute façon, le système de santé syrien était bon hein, avant la Ouais. guerre. Et, ça fait plusieurs fois qu'on va dans cet hôpital. On sait qu'il y a des blessés. On a trouvé déjà avec Marcus la preuve que l'hôpital faisait partie du système pré-système pénitentiaire, si vous voulez. Et on y retourne parce qu'il y a eu un massacre dans une prison et qu'on pense que les gens ont été amenés là. Et que ça va sans doute très mal se passer pour eux. Et un médecin décide de se sacrifier. Donc moi j'appelle ça de l'héroïsme à ce stade parce que la raison pour laquelle il se sacrifie, c'est pour sauver les habitants d'Alep et dire haut et fort à la communauté internationale et donc aux habitants d'Alep de ne plus se rendre dans les hôpitaux, que c'est extrêmement dangereux pour eux. Ce qui se passait, c'est que De ne plus déposer les blessés de ne plus déposer les blessés. Et le gouvernement, d'ailleurs, les gens le savaient, hein, on réapparaissait souvent pas une fois qu'on entrait à l'hôpital, tout particulièrement si vous aviez des blessures par balle, quel que soit votre âge. Parce que le gouvernement faisait tirer dans les jambes et le ventre des gens pour les obliger, dans l'urgence, d'aller à l'hôpital local. Ensuite, ils étaient soignés, stabilisés. Ensuite, ils étaient transférés pour être interrogés. Et beaucoup ne réapparaissaient pas. Donc, avaient des sorts terribles. Et ce médecin craque. Enfin, il a peur de craquer d'ailleurs, ça a l'air de se passer très calmement dans sa tête. Il nous dit qu'il a au-delà de la peur parce qu'effectivement, comme vous dites, taisez-vous, taisez-vous, il y avait les policiers tout autour. On savait qu'il n'en réchapperait pas. Enfin, je le dis, je marche à côté d'un homme qui est déjà mort. Il se sacrifie et à la fin de la visite, donc il nous montre tout. Il nous montre les blessés attachés, etc. Il nous montre ce qu'il ne devrait jamais nous montrer, ce que les autorités lui interdisent de dire, comme
comme à tous les médecins et toutes les infirmières. Et son équipe décide de se sacrifier avec lui. Et donc à la sortie, il y a les infirmières qui attendent, il y a d'autres internes, et qui nous disent, qui devant les mukhabarat, devant les policiers, refusent de le laisser partir seul et se sacrifier avec lui. Et c'est un moment qui est tellement dur que d'ailleurs l'un des observateurs craque complètement, et l'un de mes camarades, vraiment extraordinaire, et il craque complètement. Et pour lui, c'est la fin de la mission. C'est insoutenable de voir des choses pareilles, parce qu'on va devoir partir et les abandonner. Avant d'en arriver à cet épisode, justement, vous évoquiez le fait que vous étiez déjà allé dans cet hôpital. C'est une petite anecdote, mais c'est pour mesurer les risques que vous avez encourus pour aller jusqu'au bout de cette mission de témoigner, d'observation. C'est que justement, vous devez échapper finalement à la surveillance de cette police qui vous traque dans vos moindres faits et gestes. Vous êtes un certain nombre d'observateurs dans cet hôpital et vous mettez en place des stratagèmes pour ralentir les policiers qui... Enfin, c'est ahurissant et c'est pour la première fois que vous allez avec Marcus pouvoir relever la présence de prisonniers dans cet hôpital. Honnêtement, j'invite les gens qui nous écoutent et qui nous regardent à se plonger dans ce livre. Donc, quand ça avance long, vraiment, c'est un récit saisissant à la fois sur la Syrie, sur la guerre qui a ravagé et ravage ce pays, et sur cette mission que vous avez effectuée. Vous serez l'une des dernières à quitter cette mission. Racontez-nous ces derniers moments, lorsque finalement vous décidez de, de quitter le pays en urgence finalement. Comment vous prenez cette décision? Ah oui, alors oui, énormément, de nombreux observateurs sont déjà partis, ont Ouais. été évacués, plus de la moitié. On a perdu nos chefs, on a perdu à peu près tout ce qu'on avait au départ. Puis le mandat est agonisant. On sent que le Conseil de sécurité va terminer la mission, mais moi je veux aller jusqu'à la dernière minute de la dernière seconde possible en me disant je ne verrai peut-être plus jamais ce pays. Et ça se passe pas comme ça parce que, alors je ne sais pas l'expliquer, hein, je ne le sais toujours pas aujourd'hui. Ouais. Quand je le mets dans le journal aujourd'hui, j'ai pas plus d'explications. Sinon, quelques déclarations politiques du Quai d'Orsay qui peut-être étaient déjà connues des autorités et m'ont valu de ressentir que quelque chose allait mal se passer. Mais de retour à Damas, alors je suis bien, je ne suis pas fatiguée, il n'y a pas de combat, il n'y a aucun danger particulier, certainement beaucoup moins que ce que j'ai vécu avant. Et puis tout à coup, je ressens quelque chose de bizarre. Quelque chose de bizarre dans l'hôtel autour de moi. J'ai l'impression qu'on me regarde plus pareil. Je parle du personnel, hein. Je vais en ville. Tout à coup, je me dis, je vais changer tous mes itinéraires. Enfin, vraiment, je sens quelque chose de bizarre. Et je ne sais pas ce que c'est. Et tant que moi, je sais identifier un danger, bon, bah, on le mitigate, comme Ouais. disent les Anglais. On le prend en compte et puis on prend des mesures. Quand vous ne savez pas ce que c'est beaucoup plus compliqué. Sachant que je baignais de toute façon dans une sorte de danger. Si vous reprenez l'épisode du vendeur de glace et autres, et je savais que Bachar était passé en mode guerre. Enfin là, il l'avait déclaré, tout sera mis en... Maintenant, nous sommes dans une guerre, tout sera mis en œuvre pour gagner cette guerre, et le rebelle, pareil. Et j'ai jamais pu évaluer exactement ce que je ressentais. Ce que je sais, c'est que sur 72 heures à peu près, ça s'accroît tellement que je ne sais plus quel matin je prends mon petit déjeuner dans l'hôtel. Et c'est tellement fort que je me dis, tu as eu beaucoup de chance dans cette mission. J'ai rencontré beaucoup de journalistes d'humanitaires ou autres qui ont eu des accidents très graves. Certains sont morts, certains de leurs collègues sont morts, et tous disent la même chose. On sentait que quelque chose n'allait pas et on l'a fait quand même. Et je me suis dit, bon, quelle que soit ta volonté de rester jusqu'au bout, bon, c'est cuit déjà hein, pour la Syrie, la mission est fermée, mais c'est surtout, tu as eu beaucoup de chance. Et peut-être que là, quelque chose t'indique que voilà, toutes tes vies ont été maintenant comptées. Et donc, très calmement, je me lève et je me lève de la table du petit déjeuner, je monte dans ma chambre. Vous prévenez votre fille de vie? La veille, hein, oui, je crois que c'est la veille où C'est une sorte de message codé. Oui, je lui dis je vais chercher de l'argent au Liban, ce qui est tout à fait vraisemblable puisque la Syrie étant sous sanction, c'est impossible d'avoir des dollars en Syrie. Et je ne sais plus de quelle façon je lui dis ça, je le raconte. Et puis je prends mes affaires et je m'en vais. J'ai identifié un chauffeur
en qui j'ai confiance. Et je lui dis, voilà, on va au Liban, on fait comme la dernière fois, je te paierai la nuit au Liban, j'ai besoin d'argent, et puis ensuite on reviendra ici. Et je ne le dis pas, il n'y a que mon fil de vie qui le sait. Il a compris que j'allais au Liban, que je partais en fait, que je quittais le Liban, et très vite, j'emmène quelques affaires et je m'en vais. Je m'en vais, je connais très bien de toute façon le trajet. À la frontière libanaise, enfin à la frontière syrienne avant de passer, Vous renvoyez votre taxi? j'attends d'être de l'autre côté. Ouais. Et je vais littéralement me jeter dans les bras de l'armée libanaise de l'autre côté, avec laquelle j'ai travaillé et en qui j'ai toute confiance, en leur disant voilà, voilà qui je suis, et appelez mon pays, appelez l'ONU, je viens de sortir de Syrie. Alors ça fait partie peut-être du côté moins glorieux, pas pour vous, hein, mais de cette mission. C'était pas glorieux. Non, non, mais c'est le traitement qui est réservé malgré tout aux observateurs, les risques insensés que vous prenez pour des soldes qui ne vous sont pas payés. On voit non, mais le désarroi de certains. Alors certains le font pour des primes, mais euh, en tout cas, il y a une sorte de... Vous semblez, pour certains, laissés comme à l'abandon. Vous ne plaignez jamais, hein, c'est pas du tout ce que je dis, mais en tout cas, c'est ce qu'on ressent à travers le témoignage d'un certain nombre de ces observateurs, que le traitement qui vous est réservé est pas tout à fait à la hauteur des risques que vous prenez. On n'est pas très loin de la maltraitante, hein. La Ouais. maltraitance, mais c'est le coût anormal. Les Nations Unies payent bien leur personnel. Alors c'est une machine très lourde, il faut remplir des tas de papiers, mais payent ses personnels, les payent bien. Là, c'est pas. Je pense que le chaos administratif complet depuis le début jusqu'à la fin, c'est parce que la mission a été montée extrêmement rapidement. Les gens étaient sortis de missions ailleurs, jetés en Syrie. Il fallait absolument respecter le créneau de cessez-le-feu qui était extrêmement bref. C'était vraiment considéré comme la dernière chance pour la Syrie, la dernière mission pour la Syrie. Et donc, administrativement, ça a été compliqué dès le départ. Ça ne se passe jamais comme ça, la génération de force aux Nations Unies. D'accord. On se retrouve tous là. Et puis ensuite, on est dans un danger permanent. Et donc, vous avez une partie des observateurs qui, en permanence, doit se relocaliser. Et on finit par décider, le Conseil de sécurité décide que 50% vont partir. À peine arrivés, qu'il y en a déjà 50% qui repartent. Et là, c'est le chaos. Il y en a qui rentrent dans leur pays, il y en a qui rentrent dans leur mission précédente. Certains étaient venus pour un an, tout à coup, ils ne savent plus où aller. Et du coup, les civils nous quittent, parce que ça devient trop dangereux. Les civils, un beau jour, décident de partir. Beaucoup de gens nous quittent dans cette mission. On a beaucoup de chefs et tout, beaucoup de gens nous quittent. Et donc, c'est le coût anormal. Normalement, on n'est pas, administrativement parlant, en tout cas, les Nations Unies ne se comportent pas comme ça habituellement. La maltraitance vient aussi du piètre commandement. Du piètre commandement. Et surtout en fin de mission, ce qu'on nous demande de faire est inacceptable. C'est inacceptable. Je fais partie de celles pour le coup, on me demande mon avis et je dis que moi, je n'accepterai pas d'obéir aux ordres tels qu'ils viennent d'être donnés, qui sont pour certains beaucoup trop dangereux pour rien. Notamment d'être sur le toit, d'être exposé aux balles, pour compter, je ne sais plus comment on présente ça, pour relever les signes d'une guerre. Enfin, on était en pleine guerre, hein, ça n'arrêtait. Quelques observateurs comptent réellement, on voit bien que on est dans une vraie guerre et les ordres qu'on nous donne sont inacceptables. Donc on ne les respecte pas. Il y a des déceptions, c'est-à-dire que on sent votre souci, pas seulement pour vous, mais aussi pour vos collègues observateurs, qu'ils soient le mieux accompagnés, que la souffrance psychologique de certains soit mieux prise en compte. Vous demandez le renfort d'un médecin spécialiste du stress qui, au bout de quelques temps, vous arrive sur le terrain avant de finalement disparaître aussi vite qu'il est arrivé. C'est autant de déceptions, mais en fait c'est la vie, quoi. Ça fait partie des... Non, je suis beaucoup plus dure que vous. Ouais. Un médecin du stress qui arrive en sachant que les gens sont en très grande souffrance. Il n'est même pas allé sur le terrain, hein. J'ai même pas réussi à le mettre dans ma voiture, hein. Oui, parce que vous avez tout fait pour le mettre dans votre Ah voiture. oui, j'ai pour tout fait partir, pour c'était pour Alep, je crois. pour un peu, je l'aurais ligoté. Ouais. Et en fait, parce que justement, on est dans une mission où les gens étaient en souffrance. Et ils nous abandonnent. Ils nous abandonnent. D'abord, ils nous ment. Je vais aller dans un autre endroit, on me demande ailleurs. Oui, mais c'est là qu'on a besoin de toi. Et puis, je le recroise à New York. Il était allé nulle part, il était juste rentré chez lui. Donc d'un point de vue éthique, ça m'a beaucoup déplu. Ouais, j'imagine. Vous évoquez votre retour à New York. Lorsque vous revenez à New York, on vous demande quasiment de justifier que vous étiez en Syrie. Oui,
d'ailleurs, je crois, Ça me fait souviens, partie quand même de ce chaos je crois que j'ai administratif. pas été payée, enfin je n'ai pas été payée à la fin, parce que là, pour le coup, j'avais plus envie de me battre contre, en plus, l'administration. J'étais dans un stade d'écœurement et de fatigue. Et c'est, quand je dis que j'avais plus que des flashs, c'est vraiment ça, hein. Je n'ai plus que des flashs du temps que j'ai passé à New York au retour. Et, effectivement, j'ai pas le bon papier. Ce qui s'explique puisque j'ai quitté Damas dans les conditions d'urgence, donc j'ai pas dû remplir le bon papier en partant. Et la dame de l'administration me dit qu'il faut que je prouve que je reviens de Syrie. Et je crois que j'ai pas un mot de colère et je m'en vais. Voilà, je rentre en France. Comment on se relève d'une mission pareille? Alors, vous l'écrivez, mais il y a ces mois que vous passez après en France un petit peu hagards, amorphes. Je dirais pas à gare à mort. Ah oui, j'ai beaucoup de. Oui, alors moi j'arrivais à l'école de guerre. Enfin, Ouais, j'ai c'est quitté. ça. Et j'ai beaucoup dormi à l'école de guerre en amphi. Les sièges sont très confortables. Mais en dehors de ça, alors, forte de mon expérience de syndrome post-traumatique plusieurs années avant, j'ai fait très attention, je me suis beaucoup écoutée et j'ai fait très attention de ne plus refaire les erreurs que j'avais faites à l'issue du premier syndrome de stress post-traumatique. Un, de m'écouter, d'écouter mon cerveau. Je fais un cauchemar qui m'inquiète tellement, il est tellement toxique, je me dis j'en fais un deuxième, j'arrête tout, j'arrête l'école de guerre, je vais me refaire soigner. Et non, ça ne se reproduit pas. Mais par exemple, les images flash, je ne les repousse pas. C'est ce qu'on a tendance à faire lorsqu'on ne connaît pas très bien ça. Je les accueille. Et donc voilà, bah, telle image flash m'arrivait, et bien je me disais, bah voilà, c'est une image flash, bah écoute, prends ton temps. Voilà, tu partiras quand on aura envie, pouf, et puis ça disparaissait. Au lieu de les repousser. Donc j'accueillais les choses, j'accueillais les sensations. Je comprenais que je me blessais beaucoup physiquement en sport. À la limite, à la fin, je faisais plus que des balades en marchant parce que j'avais beaucoup de blessures et je dormais beaucoup. Et donc, effectivement, comme vous dites, oui, c'était un peu amorphe, sans doute. Mais alors, mes camarades qui ont lu le livre, là, qui étaient à l'école de guerre avec moi, me disent effectivement, on te sentait pas concerné par les mini-drames des stagiaires. On n'a peut-être pas compris dans quel état tu étais, mais moi, j'étais pas mal. Simplement, j'avais décidé que je prendrais mon temps, que je m'écouterais et que j'allais voir de quelle façon j'allais digérer ça. Et j'étais. Donc, les images de mort, tout ça, ont vite disparu. Et restait à digérer l'abandon des vivants. Et ça prend beaucoup plus de temps. Donc, sans être un traumatisme, il faut le digérer. Il faut prendre du temps à le digérer. Et j'ai fini par comprendre qu'il y a une différence fondamentale entre être lâche, être un lâche, et avoir été impuissant. Et c'est compliqué pour un militaire à comprendre, ou peut-être pour tout être humain, je ne sais pas. Ouais. Mais pour un militaire, c'est compliqué à faire la différence. On s'estime lâche parce qu'on a été impuissant. Donc moi, il a fallu que je fasse déjà cette distinction. Et puis une fois que je l'ai eu faite, il a fallu le digérer, se pardonner d'avoir été impuissant. On n'est pas toujours de la taille des événements qui vous arrivent. Enora Cham, un grand merci. J'invite vraiment tout le monde, encore une fois, à acheter, à lire ce récit qui est dur, qui est saisissant, mais qui est époustouflant pour tout ce qui a pu être dit par Enora Cham lors de cet entretien. Un grand merci.